Le ministre anglais a fait transporter l'empereur Napoléon en Sainte-Hélène à 2000 lieues de l'Europe. Ce rocher, situé sous le tropique, à 500 lieues de tout continent, est soumis à la chaleur dévorante de cette latitude. Il est couvert de nuages et de brouillards les 3 quarts de l'année. C'est à la fois le pays le plus sec et le plus humide du monde. Ce climat est le plus contraire à la santé de l'empereur. C'est la haine qui a présidé au choix de ce séjour, comme aux instructions données par le ministère anglais aux officiers commandants dans ce pays. On leur a ordonné d'appeler l'empereur Napoléon général, voulant obliger à reconnaître qu'il n'a jamais régné en France, ce qu'il a décidé à ne pas prendre un nom d'incognito, comme il était résolu en sortant de France. Premier magistrat élu de la République sous le titre de premier consul, il a conclu les préliminaires de Londres et le traité d'Amiens avec le roi de la Grande-Bretagne. Il a reçu pour ambassadeur Lord Cornwallis, M. Mary, Lord Whitworth, qui ont séjourné en cette qualité à sa cour. Il a accrédité auprès du roi d'Angleterre le comte d'Otto et le général Andrécy, qui ont résidé comme ambassadeurs à la cour de Windsor. Lorsqu'après un échange de lettres entre les ministères des Affaires étrangères des deux monarchies, Lord Lauderdale vint à Paris muni des pleins pouvoirs au roi d'Angleterre. Il traita avec le plénipotentiaire muni des pleins pouvoirs de l'empereur Napoléon et séjourna plusieurs mois à la cour des Tuileries. Lorsque depuis à Châtillon, Lord Castlereagh signa l'ultimatum que les puissances alliées présenteront au plénipotentiaire de l'empereur Napoléon et reconnu par là la quatrième dynastie. Cet ultimatum était plus avantageux que le traité de Paris, mais on exigeait que la France renonçât à la Belgique et à la rive gauche du Rhin, ce qui était contraire aux propositions de Francfort et aux proclamations des puissances alliées. Ceci était contraire sûrement par lequel, à son sacre, l'empereur avait juré l'intégrité de l'empire. L'empereur pensait alors que ses limites naturelles étaient nécessaires à la garantie de la France comme à l'équilibre de l'Europe. Il pensait que la nation française, dans les circonstances où elle se trouvait, devait plutôt courir toutes les chances de la guerre que de s'en départir. La France eut obtenu cette intégrité et avec elle conservé son honneur. Si la trahison n'était venue au secours des Alliés, les traités de Douai, les billes du Parlement britannique appelant l'empereur Napoléon Bonaparte et ne lui donnant que le titre de général. Le titre de général Bonaparte est sans doute éminemment glorieux. L'empereur le portait à Lodi, à Castiglione, à Rivoli, à Arcole, à Louvain, aux Pyramides, à Aboukir, mais depuis 17 ans, il a porté celui de premier consul et d'empereur. Ce serait convenir qu'il n'a été ni premier magistrat de la République, ni souverain de la quatrième dynastie. Ceux qui pensent que les nations sont des troupeaux qui, des trois divins, appartiennant à quelques familles, ne sont ni du siècle, ni même dans l'esprit de la législature anglaise qui change plusieurs fois l'ordre de sa dynastie. Parce que les grands changements survenus dans les opinions auxquelles n'avions pas participé, les princes régnants les avions rendus ennemis du bonheur de la grande majorité de cette nation, car les rois
nous sommes que des magistrats héréditaires qui n'existent que pour le bonheur des nations et non les nations pour la satisfaction des rois. C'est le même esprit de haine qui a ordonné que l'empereur Napoléon ne peut écrire ni recevoir aucune lettre sans qu'elle soit ouverte et lue par les ministres anglais et officiers de Sainte-Hélène. On lui a, par là, interdit la possibilité de recevoir des nouvelles de sa mère, de sa femme, de son fils, de ses frères. Et lorsque voulons se soustraire aux inconvénients de voir ces lettres lues par des officiers subalternes, il a voulu envoyer des lettres cachetées au prince régent. On a répondu qu'on ne pouvait se charger que de laisser passer des lettres ouvertes, que telles étaient les instructions du ministère. Cette mesure n'a pas besoin de réflexion, elle donnera d'étranges idées de l'esprit de l'administration qui l'a dictée. Elle serait désavouée à Alger même. Des lettres sont arrivées pour des officiers généraux de la suite de l'empereur. Elles étaient décachetées et vous feront remise. Vous ne les avez pas communiquées parce qu'elles n'étaient pas passées par le canal du ministère anglais. Il fallut le faire et faire 4000 lieues, et ces officiers auront la douleur de savoir qu'il existait sur ce rocher des nouvelles de leurs femmes, de leurs mères, de leurs enfants, et qu'ils ne pouvaient les connaître que dans 6 mois. Les cœurs se soulèvent. On n'a pas pu obtenir d'être abonné au Morning Chronicle, au Morning Post, à quelques journaux français. Ce temps à autre, on fait passer à Longwood quelques numéros de pareil du Times sur la demande faite à bord du Northumberland. On a envoyé quelques livres, mais toutes ceux relatifs aux affaires des dernières années ont été soigneusement écartés depuis on a voulu correspondre avec un libraire de Londres pour avoir directement les livres dont on pouvait avoir besoin. Et ceux relatifs aux événements du jour, on l'a empêché. Un auteur anglais ayant fait un voyage en France et l'ayant imprimé à Londres prit à peine de nous l'envoyer pour l'offrir à l'empereur, mais vous n'avez pas cru pouvoir le lui remettre parce qu'il ne vous était pas parvenu par la filière de votre gouvernement. On dit aussi que d'autres livres envoyés par l'auteur n'ont pu être remis parce qu'il y avait su l'inscription de quelques-uns à l'empereur Napoléon et ceux d'autres à Napoléon le Grand. Les ministères anglais n'est autorisé à ordonner aucune de ces vexations. Les lois, quoique iniques, considèrent l'empereur Napoléon comme prisonnier de guerre. Au jamais on a défendu un prisonnier de guerre de s'abonner aux journaux, de recevoir les livres que s'imprimant. Une telle défense n'est faite que dans les cachots de l'Inquisition. L'île de Sainte-Hélène a 10 lieues de tour. Elle est inabordable de toutes parts. Des briques enveloppent la côte. Des postes placés sur le rivage pouvant se voir de l'une à l'autre et rendant impraticable la communication avec la mer. Il n'y a qu'un seul petit burg, Jamestown, où Muron et d'où s'expédient les bâtiments. Pour empêcher un individu de s'en aller de l'île, il suffit d'exercer la côte par terre et par mer. En interdisant l'intérieur de l'île, on ne peut donc avoir qu'un but, celui de priver d'une promenade de 8 ou 10 000 qui serait possible de faire à cheval et donc
D'après la consultation des hommes de l'art, la privation abrège les jours de l'empereur.